Avec Victor, on a un super projet. Dans 1 an, on part vivre la plus grande aventure de notre vie. Un périple à vélo de 6 mois. Un voyage pour découvrir une partie du monde, aller à la rencontre de l'autre et de nous-mêmes. Pour se dépasser. Assouvir notre soif d'aventure et de dépaysement. Bref, un voyage pour aller loin, très loin. On a une année devant nous, mais il est déjà temps de commencer à se préparer. On se procure des équipements pour rouler sous tout type de météo et on adapte nos montures qui à l'origine ne sont pas destinées à faire de grands voyages. On commencera par la destination la plus éloignée, l'Iran. L'idée est de prendre un avion jusqu'à Téhéran, puis de rentrer à la maison par la Turquie et en longeant la Méditerranée. Un beau périple qui promet de nous sortir de notre zone de confort. C'est le New York Times qui l'affirme aujourd'hui. Donald Trump a ordonné hier des frappes sur l'Iran avant de se raviser et d'annuler l'opération in extremis. On aurait aimé ne pas se laisser avoir par les titres alarmistes des médias, c'est sûr. Mais on se dit qu'il est plus sage de ne pas parier sur la stabilité de Trump. On oublie donc l'Iran, dont la culture nous faisait pourtant rêver, et on passe au plan B. Celui-là sera le bon. En restant en Europe, aucun risque de tension géopolitique. En parcourant le continent du sud vers le nord, on s'attend à voir une belle variété de paysages et une grande diversité culturelle. Le projet se concrétise. Pour la première étape, direction Milan. Là, on ferme bien nos yeux et nos oreilles. On a dit qu'on ne cédait pas à la psychose médiatique. Alors on n'écoute pas les prévisions peu optimistes de nos proches et on prévoit le plan C. Contourner les Alpes par le nord. On peaufine les derniers détails et on bichonne nos vélos pour le jour J. On leur a même trouvé un nom. Onyx et Sunstar. Tout est prêt. Départ le 25 mars. Et nous voilà à l'arrêt, comme le reste du monde. En réalité, on a des conditions de confinement de rêve. On est tellement bien qu'on en arrive à s'inventer des problèmes. J'ai plus les jambes au soleil. C'est chiant. Alors interdiction de se plaindre de notre situation. On s'occupe. On attend. Ouais, 3. Plus le temps passe et plus on ouvre les yeux. Notre voyage ne sera pas ce qu'on espérait, c'est sûr. Mais tant pis. Si l'aventure n'est pas là où on pense la trouver, alors on ira la chercher ailleurs. On a fait une croix sur toutes nos espérances et on a arrêté de se projeter. On a bien compris que planifier, c'est plus d'actualité. Maintenant qu'on a intégré ça, plus de déception possible. Seulement des surprises. Salut les copains! À bientôt. Bon voyage! Alors on ne sait pas exactement où on va, ni pendant combien de temps, mais on y va gaiement. Pour se mettre en jambes, on commence par visiter les environs.
on réalise que rien qu'à quelques kilomètres de chez nous, nos poids lourds attirent la sympathie des inconnus et même de nos proches. On redécouvre les petites merveilles qu'il y a autour de chez nous et on prend en main nos vélos. Des engins de 40 kg, c'est pas facile à manier du premier coup. On aura passé 8 jours à rouler aux alentours de la maison et ça nous a donné un bel aperçu des aventures qui nous attendent pour le reste du voyage. Des galères d'itinéraire, du mauvais temps, de la fatigue intense après des journées un peu au-dessus de nos capacités physiques. Mais surtout, on découvre l'incroyable sentiment de liberté que procure le vélo. Après quelques jours de pause pour ajuster notre équipement, on repart. Et cette fois, c'est pour de vrai. On quitte la jungle urbaine et on va vers l'inconnu. On part en direction du sud en empruntant la Via Rona. C'est joli, plat, bien aménagé, tranquille, ombragé, sécurisé. C'est peut-être un peu trop parfait pour correspondre à ce qui est censé être la plus grande aventure de notre vie. Au bout de 2 jours, on décide de quitter l'itinéraire vélo et aller se frotter au relief du Vercors pour rendre visite à un ami brasseur. On voulait un peu d'aventure, il suffisait de la demander. Les locaux nous apprennent qu'on est aux abords de l'épisode Cévenol. Des tempêtes et des pluies très violentes qui sévissent dans les départements voisins. Et ce jour-là, on apprend 2 choses. Oui, c'est possible de grimper un col et d'avoir du vent de face en même temps. Et c'est aussi possible d'être obligé de pédaler en descente pour avancer. C'est ce qu'on appelle une bière bien méritée. Je peux t'en faire goûter d'autres. Tu veux pas goûter? T'aimes les bières un peu sucrées, caramélisées, genre sympa? Le lendemain, on se remet en route vers la Via Rona sans trop remettre en question notre envie d'aventure, mais on est vite bloqué en cours de route. L'arrêt ne fut pas bref. On a attendu tout l'après-midi que la pluie cesse. Je regarde les gens passer en me disant qu'ils dormiront bien au chaud chez eux ce soir, et que nous, on passera notre première nuit sous la pluie. Mais au moment où on remballe notre équipement pour partir, la magie du voyage opère. Vanessa, une ancienne voyageuse à vélo qui habite à 2 pas d'ici, propose de nous héberger. Elle nous emmène découvrir les alentours alors que le soleil réapparaît à nouveau. On croit plus la mettre qui ont fait ça. Ah bon? Non mais depuis 3 jours on dit qu'on ne comprend pas ce qui se passe parce que il y avait le soleil. On passe une soirée mémorable en sa compagnie et on repart ensuite avec une liste d'endroits à parcourir à vélo. On abandonne donc l'idée de prendre le chemin le plus court pour arriver dans le sud et on suit les conseils de Vanessa. Donc on est reparti, on a fait demi-tour, on est retourné dans le relief. Donc voilà, on devait arriver à Marseille demain ou après-demain. Finalement, je pense qu'on y sera dans 5 jours. Mais je pense qu'on va pas être déçus. On y est. C'est ça le voyage qu'on voulait. Notre itinéraire évolue au fil des rencontres. Il nous mène sur des petites routes à travers les montagnes pour découvrir des paysages sublimes et des spots de bivouac tranquilles. On ne s'attendait pas à trouver si proche de chez nous
des endroits aussi beaux et isolés. Ça fait 2 semaines qu'on est parti, et j'ai l'impression qu'on passe un cap. On commence à être de plus en plus agile dans le pilotage de nos vélos. Nos corps s'habituent à l'effort, et on arrive à avoir une bonne organisation. Chaque journée est fluide, on profite à fond. À Nyons, on arrive aux portes de la Provence. Et là, changement d'ambiance. L'air devient sec et chaud. Le paysage change et on se retrouve au milieu de terres agricoles où l'ombre est de plus en plus précieuse. On doit repenser notre organisation, trouver plus de points d'eau, chercher des itinéraires sécurisés. On ne prend pas le temps de passer par les plus beaux coins et les petits chemins nous font perdre trop de temps. Alors notre expérience de la Provence, ce sera ça. L'itinéraire choisi nous fait vite réaliser qu'aller au plus court, c'est pas forcément la meilleure idée. Pendant 2 jours, on ne roule que sur des grosses départementales. On s'ennuie, on se fait klaxonner, on s'énerve, on crève de chaud. En voyage à vélo, on n'est pas forcément épargné des remarques désobligeantes. Il n'est pas trop dur à suivre, Victor ? Elle râle pas trop, madame, derrière ? Alors, il faut la pousser dans les montées ou elle se débrouille ? Quelqu'un a même félicité Victor d'avoir réussi à me faire grimper un col. Alors, puisque ça semble encore nécessaire de le préciser, oui, les femmes peuvent apprécier l'effort physique et le dépassement de soi. Et non, les hommes ne sont pas nécessairement dans la démonstration de force et dans la compétition. On est même capable de s'écouter, de s'adapter à l'autre et de se soutenir mutuellement. Heureusement, ces agissements sont très rares et la majorité des personnes qu'on croise sont bienveillantes. Arrivé en bord de mer, on retrouve nos proches et on en profite pour réfléchir à la suite de l'itinéraire. Prendre le cap à l'ouest et faire un tour de France ? Ou partir vers l'est découvrir l'Italie ? On n'aura pas hésité très longtemps. On enlève les sacoches et on les remet en bas. On comprend bien vite que pour découvrir l'Italie, il vaut mieux être déterminé. Faudrait être sûr qu'il n'y en ait pas d'autres, quoi.
tombé sur des panneaux qui indiquaient que la route était barrée. On va repasser dans une autre vallée et faire un énorme détour qui nous rajoute 40 km. Il est loin le mythe de l'aventurier qui ne prévoit rien et s'oriente selon les éléments naturels. Tous les soirs, c'est happé par nos téléphones qu'on planifie la journée du lendemain. On a des applications pour presque tout. Trouver où dormir, manger, boire, s'orienter. Alors oui, on sait, avec la technologie, on n'a plus d'imagination. On ne sait plus s'ennuyer, ni profiter de la nature. Et avant, c'était mieux. On savait s'amuser avec un bâton et 3 bouts de ficelle. Mais on trouve que cette technologie, elle nous rend bien service. Elle nous aide à faire face plus facilement aux imprévus. Du coup, ça nous pousse à aller plus loin et dans des lieux plus reculés, comme si on les connaissait déjà. À ce stade du voyage, la fatigue commence à se faire sentir. La chaleur nous éprouve un peu plus et l'eau cristalline de la Méditerranée nous nargue. Alors on décide de poser nos valises quelques jours. Albenga est une petite ville surprenante. Un centre historique aux toutes petites ruelles qui se frayent un chemin au milieu de hauts immeubles anciens. Des plages privées sur tout le bord de mer qui donnent une allure des années 80 et qui nous donnent du fil à retordre pour trouver un endroit où se baigner. Ici, on fait un peu de tourisme et on s'imprègne de l'ambiance italienne. Ce matin, on a sympathisé avec un couple de passionnés de vélo. On a réussi à communiquer grâce à un surprenant mélange d'italien, d'anglais, de français, de mimes et de sourires. En repartant, ils nous ont acheté des gâteaux à la boulangerie. Ça ne fait que 5 jours qu'on est là et on est déjà ébloui par la générosité des Italiens. La côte italienne ne nous aura pas mené la vie dure. La météo est clémente. Les villages colorés à flanc de montagne se succèdent. On roule au rythme lent que nous suggère le bord de mer. On apprécie la sympathie des Italiens et leur volonté de communiquer avec nous nous impressionne. Même si on ne parle pas leur langue, on a appris à leur dire non parlo italiano. Mais ça ne les dérange pas de continuer à nous parler en italien avec un grand sourire. Mais les montagnes nous manquent, alors on décide de changer de cap. Pour éviter les fortes chaleurs de la plaine du Pô, on prend un train qui nous emmènera au nord de l'Italie. Siamo in arrivo a Milano Rogoredo. Arrivederci da Trenitalia, River.
Hier soir, on a dormi à côté d'un van. Ce matin, son propriétaire nous a offert le café et un gros morceau de parmesan pour nous donner des forces. Après de si belles étapes, on se retrouve bourré d'incertitudes et de doutes. Le temps s'annonce orageux sur plusieurs jours et on ne trouve pas d'endroit où dormir en sécurité. Pendant un long moment, on ne sait pas quoi faire. Et c'est bien connu, quand on a le moral dans les chaussettes, c'est avec la nourriture qu'il faut se consoler. Ce midi, on a décidé de se faire un petit resto pour faire plaisir. Et on s'est fait chacun 2 verres de vin rouge. Et clairement, c'était pas du tout une bonne idée. Il fait 30 degrés. On sait qu'on va rouler en plein soleil après tout l'après. Ça cogne quoi. Il fait chaud. J'ai trop envie d'être à la maison, faire une petite sieste sur le canapé, boire une petite limonade avec des glaçons. Heureusement, on a trouvé un logement chez l'habitant et ce soir, on est chouchouté. Souvent, peu importe ce qui s'est passé la veille, que la journée ait été bonne ou mauvaise. Chaque nouveau départ est une petite fête. Le lendemain, on décide de se balader dans Vérone et on dirait qu'aujourd'hui, le hasard a décidé de bien faire les choses. On rencontre Philippe, livreur à vélo, qui propose de nous faire visiter la ville pendant sa pause. Je ne sais pas si on peut en faire une loi mathématique, mais j'ai l'impression que c'est toujours dans les moments les plus difficiles qu'on fait les plus belles rencontres. Pour planifier la suite de l'aventure, on décide de louer une chambre à la frontière slovène. On découvre avec une grande joie ce qui nous attend. Un lit royal et surtout le plus gros petit déjeuner de la galaxie. J'ai déjà 1 kilo. C'est ce qu'on aime dans le voyage à vélo. Dans les régions qu'on parcourt, il est complètement modulable. On peut rechercher l'effort physique ou être dans la contemplation. Se dépasser ou rester bien tranquillement dans sa zone de confort. Aller plus vite, aller moins vite. Se prendre pour des aventuriers ou laisser s'exprimer notre côté délicat. Le voyage à vélo, c'est à la portée de tous, tant qu'on a des envies d'aventure, d'exploration ou tout simplement de se retrouver avec soi-même. Il suffit d'avoir le matériel adapté à nos ambitions et à partir de là, on peut aller partout. Dès qu'on passe la frontière, on change encore d'ambiance. On a l'impression qu'ici, la nature a sa place. On traverse des forêts, des petites parcelles de culture, des villages où se succèdent des maisons avec des beaux potagers et des jardins tout verts. Ça fait plaisir de rouler à l'ombre. C'est sûr, on est déjà conquis par la Slovénie. Chaque matin, c'est toujours la même routine. On remballe le campement. On libère notre chez-nous d'un soir et on se prépare pour une nouvelle aventure. C'est à chaque fois un rituel silencieux où chacun sait ce qu'il a à faire. On enroule, on bourre, on tasse. On range nos vies dans des petites pochettes. Chaque objet a sa place attribuée avec une disposition bien précise. C'est tout un équilibre qui nous permet de garder le matériel en bon état et de ne rien oublier. De partir sans laisser de traces.
Une fois le ballet terminé, on est prêt pour la suite des aventures. Bivouaquer en pleine nature, c'est rarement autorisé, et ici en Slovénie, c'est très surveillé. Pour éviter les amendes et pour ne déranger personne, on évite de fréquenter des spots référencés sur des applications et on les trouve par nous-mêmes. Alors, c'était comment? C'est bien. C'est vrai? On dort là ce soir. On va être tout seul avec les trains. Mais il y a du potentiel. On va voir. Si ici on se fait repérer, on a vraiment la poisse. On a eu la peur de notre vie. À 2h du matin, Victor se réveille en hurlant. Il a entendu quelque chose courir et senti un coup sur sa jambe. On pense d'abord à un cauchemar, mais on voit que l'auvent s'est écroulé et que la tente est déchirée sur 4 endroits. On sort. Nos vélos sont à terre. Il n'y a rien. Personne. Il fait nuit noire. À coup sûr, c'était un animal sauvage. Peut-être un chevreuil. Mais on ne saura jamais exactement ce qui s'est passé. On a réfléchi toute la nuit à ce qui a pu nous arriver, et dans notre tente, trouée et dans le noir, on n'était pas bien optimiste. Je pensais que c'était un ours, et Camille s'est carrément mise en tête que c'était un serial killer. Ce matin, c'est pas du tout la fête. On va rouler 15 km pour atteindre le camping le plus proche et passer le reste de la journée à se reposer et se remettre de nos émotions. Un trou. 2 trous, 3 trous, 4 trous. 4 fois trop de trous. Il y a un concert de métal juste à côté. Ce soir, on s'endort bercé par le doux bruit des festivaliers alcoolisés qui auront fait la fête toute la nuit. Et croyez-moi, on n'aurait pas pu rêver mieux pour se sentir en sécurité. Bon alors, cher Victor, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va rester dans quelques nuits dans un petit camping, les pieds dans l'eau. Elle va être très fraîche. On va essayer de prendre le temps de s'habituer à ça. Et on va attendre que notre colis arrive pour réparer la tente. À ce moment-là, on est à la moitié de notre voyage. On se demandait régulièrement quelle était notre journée préférée. Difficile de les départager. Mais là, je suis déjà convaincu que la pire journée est maintenant derrière nous. Cette frayeur nous aura découragés à passer nos nuits en pleine nature. À partir de ce moment, on ne dormira presque plus qu'en camping ou chez l'habitant. Maintenant que la tente est réparée, on est prêt pour la suite des aventures. Hier soir, on s'est dit qu'on était bien content de nos vélos qui n'ont presque pas eu de soucis techniques. Et forcément, le lendemain matin... Bon, ça y est, on peut dire que c'est un vrai voyage à vélo. Wouhou, on a crevé. Si on s'amuse à donner des noms à nos équipements, c'est pas pour rien. La tente, les vélos, les sacoches, on est tous dans le même bateau. C'est important pour nous d'en prendre soin et de les préserver. Tout le monde doit être en forme et en bon état. Onyx, Sunstar, Agnès, Victor et moi. S'il y en a un qui flanche, l'aventure se met sur pause. On fait même attention à Bob, notre éponge, qui se fait harceler par les limaces la nuit. Mais là, ça va un peu trop loin. On lui raconte des histoires en roulant et on se sent coupable de le laisser dormir dehors. On continue à se laisser bercer par ce beau pays. Depuis qu'on est là, tout est beau, tout le temps.
partout où on regarde. Même si elle nous apporte une sacrée dose d'aventure, la Slovénie nous en met plein les yeux. C'est ici, dans cette station de ski surplombée par le Triglav, le plus haut sommet du pays, qu'on voit les plus beaux paysages du voyage. On continue de profiter du rythme lent de la vie slovène et on reste émerveillé par ces espaces naturels. On est tellement sur un petit nuage qu'en repartant, on a failli oublier Bob. Il était où? Par terre en apostole. Alors, petit polisson. On aimerait franchir la frontière autrichienne en passant par les montagnes, mais la météo s'annonce catastrophiquement orageuse. L'expérience nous a montré qu'on était capable de prendre les bonnes décisions, alors on fonctionne comme la dernière fois. On franchira la frontière autrichienne en train pour retrouver une météo plus clémente. Au fond de moi, je pense à tous les voyageurs à vélo qui m'ont inspiré. De vrais aventuriers qui roulent pendant des mois, des années, qui traversent des déserts, des continents entiers dans des conditions extrêmes. Mais on est là, à profiter de la chaleur d'une maison et à se faire dorloter par notre hôte. Et je me dis qu'être une aventurière en carton, finalement, ça me va très bien. Sortir de ma zone de confort, ok, mais pas sous la pluie. En se préparant pour prendre notre train, on est loin de regretter notre choix. Une fois qu'on s'est mis une idée en tête, je ne sais pas pourquoi on a tellement de mal à la changer. On se croirait dans un car wash. Si on avait choisi de faire ces 3 à 4 jours de vélo pour rejoindre Graz par les montagnes et sous l'orage, ça aurait été l'horreur. Pourtant, avant de prendre notre train, on a longtemps hésité, comme si c'était un abandon. Alors qu'en fait, ça nous laisse plus de temps pour voir d'autres choses sur la suite du voyage. Ça nous confirme que quand les éléments sont contre nous, il ne faut pas hésiter à remettre en cause son idée initiale pour changer de plan. En arrivant à Graz, c'est la fête. Comme un poisson dans l'eau. Voilà. Ça fait 2 mois qu'on est en déplacement constant, qu'on dort presque exclusivement sous la tente, qu'on vogue au gré des rencontres. Qu'on se réadapte constamment à la météo, la géographie, aux langues des pays qu'on traverse. On attend que Thomas soit assis. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Pour profiter de nos proches, on décide de marquer une pause. On redécouvre le plaisir d'être en famille et de profiter des petits plaisirs du quotidien. À ce moment-là, on est au point le plus éloigné de l'aventure. Graz, c'est à 6 heures d'avion et à 11 heures de route. À vélo, on a mis 70 jours. Ça aurait pu être à Téhéran ou à Stockholm. Mais c'est finalement à 2500 km de la maison qu'on a l'impression d'être au bout du monde. Parvenir jusqu'ici sans l'avoir planifié et à la seule force de nos jambes et de notre volonté rend la destination bien plus lointaine qu'il n'y paraît.
Repartir n'est pas aussi facile que ce que je pensais. Pendant 4 jours, on a eu tout ce qui nous manquait le plus. Je ne suis pas sûre d'avoir envie de me remettre dans notre routine. Pédaler, encore et toujours, manger, dormir, recommencer. Je me demande bien à quoi ça sert tout ça. La maison commence à me manquer et en même temps il y a des choses que je n'ai pas envie de retrouver. La vie à 100 à l'heure, la difficulté de trouver du temps pour soi. Je ne sais plus si j'ai envie de pédaler à fond ou à reculons. C'est sûr, tout n'est pas rose. Quand on voyage à deux, on est 24 heures sur 24 avec l'autre, ses qualités, mais aussi ses travers. On partage tout. Une casse de matériel, une mauvaise décision, un moment de faiblesse. Quand ça arrive à l'un, on est deux à en subir les conséquences. Bah non, fallait bien prendre l'avant à droite. Et contrairement à ce qu'on imagine, c'est pas toujours facile de communiquer. De quoi? J'ai rien entendu. De quoi? C'est peut-être pour ça qu'on dit que partager une telle aventure est une épreuve. Mais ça nous permet aussi de réaliser à quel point tout ça est un vrai travail d'équipe. Toutes les difficultés, les moments de doute, de peur, on les aurait encore moins bien vécus si on était tout seul. Bravo. Chaque fin de journée, chaque petite victoire, on n'oublie pas de les célébrer. L'Autriche à vélo, c'est un réel bonheur. On évolue sur des voies cyclables au cœur des forêts, des prairies alpines en fleurs. On longe de minuscules voies ferrées et on ne voit presque jamais de voitures. En observant ce qu'il y a autour de nous, on a l'impression qu'il y a de véritables actions mises en place pour la préservation de l'environnement. Mais certains locaux réduisent leur pays à une vitrine touristique. Ils considèrent que tout est fait pour attirer les visiteurs. On se demande si tout ça est vraiment authentique ou si l'on ne voit que ce que l'on veut bien nous montrer. Il existe autant de manières de s'équiper que de voyageurs. Nous, on a fait le pari d'utiliser les énergies renouvelables autant que possible. On va la faire chauffer au soleil et on va pouvoir prendre une douche tiède. Ça nous a permis de réaliser à quel point notre consommation de sédentaire peut être excessive. Nos journées s'articulent autour de la recherche de bois, des provisions en eau et de l'utilisation de l'énergie solaire. Et il n'y a pas trop de bois pour faire durer le feu. Donc on a une petite réserve que Victor en met dans sa sacoche. On réutilise, on optimise, on s'organise. Merci. Aujourd'hui, on arrive en Allemagne. Il a plu 3 fois dans l'après-midi. On arrive trempé et on voit que ça ne s'arrête pas. Mais les clients du camping sont tellement solidaires qu'on a l'impression d'être des stars. Ils viennent discuter avec nous, nous proposer de l'aide pour monter la tente, nous offrir un café, des fruits. Un caravaniste nous a même offert de manger au sec sous son auvent. En dépit de la météo, on ne peut pas dire qu'on est mal accueillis.
Avant de partir, on nous a toujours dit que le voyage en itinérance, c'était la liberté. On s'est mis ça en tête en pensant que ça allait être comme des vacances et qu'on allait avoir plein de temps libre. Je m'imaginais tout faire. Me lever tôt le matin pour voir le lever du soleil, regarder les étoiles tous les soirs, faire la sieste tous les après-midi. Je croyais même que j'allais être capable de faire un footing après une journée de vélo. Franchement, quelle idée. Toutes les tâches de la vie courante, celles qu'on délègue normalement à la technologie, prennent encore plus de temps. On y passe 2 à 3 heures par jour et il faut les faire quotidiennement. Quand on vit avec 3 culottes et 2 paires de chaussettes, la procrastination n'a pas sa place. Mais vivre au jour le jour nous permet d'aller où on le souhaite. De pouvoir lâcher un peu de lest quand on en ressent le besoin et non pas quand le calendrier nous l'autorise. De ne pas avoir à caser tout un tas d'activités dans un emploi du temps toujours trop petit. Le vrai luxe dans tout ça, c'est de parfois se demander quel jour on est et de finalement en avoir rien à faire de la réponse. Mais ça ne nous rend pas toujours service. Aujourd'hui, on est samedi, mais surtout, on est le 15 août, un jour férié. C'est comme ça qu'on se retrouve à faire sécher nos affaires de la dernière pluie, en cuisinant nos réserves de nourriture sur le parking du 3e supermarché fermé qu'on a croisé aujourd'hui. On aura passé le week-end à manger du riz, des bretzels au fromage et du pain. Heureusement, on peut toujours compter sur Mère Nature dans ce genre de situation. On a trouvé une banane complètement intacte sur la piste cyclable, alors on est content. Bon, je vais bientôt la manger, hein, c'est la fin du show. 3e jour sur la pluie. Hier, ça nous faisait rigoler. Encore un petit peu aujourd'hui, mais bientôt, on aura marre. Regardez-moi ces belles montagnes. Il ne s'arrête pas de pleuvoir. Même si on arrive presque toujours à trouver un abri, ça prend du temps d'attendre que la météo change. On n'arrive pas à faire sécher nos affaires, et c'est mauvais pour la tente de rester trempé. Aujourd'hui, on en avait marre, on a utilisé notre joker. Quand il y a une éclaircie, c'est sûr qu'on est content. Mais on sait que ça ne va peut-être pas durer. Ce soir, le camping est complet, alors on n'a pas d'autre choix que de dormir en pleine nature. Ce sera l'occasion de se rappeler que la probabilité de passer un moment mémorable est bien plus importante que celle de se prendre un chevreuil en pleine face.
On se retrouve sur la célèbre passerelle des 3 pays, avec derrière nous l'Allemagne et la Suisse, et devant nous, la France. Ça y est, on rentre à la maison. J'ai fini par comprendre à quoi ça sert tout ça. À rien. Et c'est ça l'intérêt du voyage. On n'est utile à personne. On met de côté tout ce qui pourrait ressembler à de la productivité. Pas besoin de reconnaissance, ni de résultats. On oublie les autres et ce qu'ils attendent de nous. On a tout le loisir d'être inutile, moche et même associable quand ça nous chante. C'est sûr qu'à notre retour, on sera vite repris dans le tourbillon du quotidien. Et on ne va pas se mentir, on l'aime notre vie stable et confortable, avec tout ce qu'elle a de bon et de mauvais. En rentrant, tout sera pareil, car on n'a pas envie de changer grand-chose. On retrouvera le même appartement, le même travail, les mêmes amis. Alors pour le plaisir d'être à deux et de profiter de cette parenthèse rien que pour nous, on va continuer à faire toutes ces choses qui ne servent à rien. Pédaler, manger, dormir. Pédaler encore, manger encore et dormir encore, sans que ça ne soit jamais pareil. Là, on pensait qu'on était tiré d'affaire. Après les difficultés qu'on a vécues en Allemagne, on s'imaginait rentrer à la maison sous le soleil. On s'attendait à ce que la traversée du Jura nous semble facile après tous les cols qu'on a gravis. On s'est bien fait avoir. Même si le dénivelé est tout en douceur, on grimpe plus de 1000 mètres par jour. On est souvent exposé à un vent de face qui nous éprouve. Mais la beauté de cette région vaut bien la peine de faire tant d'efforts. Ce matin, on se réveille avec une météo surprenante pour un mois d'août. On ne le savait pas encore, mais à partir de cette nuit, la température oscillera entre 10 et 4 degrés pour les 5 prochains jours. Alors, on est le 27 août, dans le Jura. Il est 9h du matin. Et je sais pas quelle température il fait, mais il fait pas très chaud. Heureusement, on a emmené toutes nos affaires d'hiver. Bonnet, tour de cou, doudoune. Il y avait un collant thermique pour les skis. Et ça fait 3 jours qu'on utilise tout tous les matins. Du coup, on remercie toutes les personnes qui nous ont conseillé de prendre toutes les affaires d'hiver. Et on vous conseille vivement de faire la même chose si vous faites un voyage à vélo. Ce soir, on est à Mout, le village le plus froid de France. Il pleut et ça ne s'arrête pas. On pensait passer la nuit en tente,
Mais le gérant du camping nous a généreusement proposé de dormir au sec. Et même là, le réveil a une allure d'expédition hivernale. Encore une fois, un tel climat, c'est tout un processus d'adaptation. Mais on dirait bien qu'on commence à se renforcer. Bon, on connaît la chanson. Il pleut et il fait froid. Et en fait, contre toute attente, c'est plutôt cool. On est bien équipés. Et on a juste à faire gaffe de pas y aller trop fort, pas transpirer. Et ouais, après on est bien. On y va tranquillou. On est pile à la bonne température. Donc c'est cool. Sans les 4 murs de notre maison et sans moteur, tout est plus intense. On voit et on ressent encore plus la géographie des territoires qu'on traverse, les dénivelés, la météo. On se rend compte à quel point on est vulnérable. Ce matin, c'est notre dernier jour dans le Jura. Et tout a un goût de dernière fois. La dernière ascension. Le dernier col. La dernière descente à fond les ballons. La dernière aventure improbable. Et puis il y a la dernière soirée en équipe. Et le dernier jour. Pour l'occasion, on décide de se lancer un dernier défi. Parcourir 100 km dans la journée. Ce sera 100 km où on repense à tous ces souvenirs qu'on emmène avec nous. On a failli faire partie de ce terrible cru 2020 des voyageurs désabusés. Mais avec beaucoup de chance et un peu d'optimisme, on a réussi à passer entre les mailles du filet. On pensait vivre un voyage ordinaire, mais il ne l'était peut-être pas tant que ça. 94 jours. 94 jours où tous les matins on se disait « Aujourd'hui, on fait ce qu'on veut ». Cinq pays traversés au gré des rencontres et des retrouvailles. « 4000 km ponctués de petites attentions. Et combien de réveils en pleine nature, de petites galères, de grandes victoires. On aura pu s'offrir une parenthèse de liberté alors même que notre capacité à se déplacer est compromise.
Les surprises que nous réserve chaque jour le voyage en itinérance nous auront permis d'oublier que notre temps de voyage a été divisé par 2. L'intensité du déplacement à vélo nous aura donné le sentiment d'être allé loin, très loin. Et les voyageurs, vacanciers, cyclistes et autres locaux, rencontrés presque chaque jour, auront fait de ce voyage une aventure humaine comme on l'espérait. Traverser les frontières en ces temps incertains nous aura permis de profiter du voyage sans attacher de réelle importance à un lieu en particulier. Tout ça nous aura appris à faire avec ce qu'on ne peut pas maîtriser. Alors oui, on est loin de ce qu'on avait prévu initialement, mais on peut dire qu'on a eu notre dose d'aventure. Et de toute façon, depuis quand un voyage se passe comme on l'imagine ? C'est une partie, Voilà. Ah, ça l'autre. Tes crocs, elles sont belles ou pas? construite sur un manchon ici. Construite sur un manchon. Bon, c'est pas facile, hein. C'est bon, on va y aller. Hop là. Oui, stop là. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette magnifique vue sur mon style de touriste et sur notre vie. Bisous!